Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews Super Bowl, deuxième épisode sur 3 dans cette semaine qui nous mène au grand match de l'année. Alain Maté, très heureux de vous accueillir. Et à mes côtés, comme hier, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour Victor et bonjour à tous. Et bonjour Victor Roulier, donc bonjour. Bonjour, je n'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que c'était il y a quelques minutes qu'on enregistrait. C'est dingue, hein, ça passe vite comme ça cette semaine. Deuxième épisode de présentation aujourd'hui. Hier, c'était les Rams. Aujourd'hui, on parle donc des Bengals. Même formule, pourquoi ils vont gagner, pourquoi ils vont perdre. Et puis, quelques belles histoires à la fin. C'est parti. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go, work on three. 1, 2, 3, work! Pourquoi les Cincinnati Bengals vont-ils gagner le Super Bowl? On vous le dit tout de suite dans cette émission preview, parce que oui, le petit pousset, comme l'a dit Victor hier, l'ambiance Coupe de France est là avec les Cincinnati Bengals au Super Bowl. Le petit pousset a quand même de sérieux arguments, et le premier argument est assez choc. Il va falloir évidemment de la modération derrière ça, mais je me lance, parce que les Bengals ont le meilleur quarterback de ce match. C'est un peu provocateur, je l'accorde. Mais la question est, quel quarterback vous voudriez avoir dans votre équipe aujourd'hui? Je vais me tourner vers Victor d'abord, parce que je sais ce que va dire Grégory. C'est absolument pas provocateur. Joe Burrow est le meilleur quarterback de ce match. Et je le dis vraiment avec tout l'amour que j'ai pour Stafford. Hein. J'adore Matthew Stafford. Mais Joe Burrow, c'est un niveau au-dessus. Alors, on se tourne vers Greg. Matthew Stafford a moins de 34 ans. Joe Burrow a moins de 34 ans également. On sait que tu considères Matthew Stafford comme le meilleur quarterback de moins de 34 ans, donc je suppose que tu es offusqué par ce que je viens de dire. C'est honteux, comme disait l'autre. non, je suis d'accord avec Victor. J'aime beaucoup Matthew Stafford. Il est capable d'avoir un rôle indéniable dans l'attaque des Rams, mais c'est sûr que Joe Burrow, encore plus le Joe Burrow qu'on voit depuis maintenant plusieurs semaines, et malgré la pression dont il a fait l'objet, notamment pendant son parcours en play-off, c'est difficile de se dire que voilà, on part pas avec un vrai soldat dans le backfield offensif et un joueur capable de faire la différence, qu'il soit dans la poche ou en sortie de backfield pour gagner un petit peu de temps et trouver ses nombreuses cibles. Pardon. Alors, moi, pour illustrer ça, pardon oui. Alain, mais juste, je me suis dit, faisons un petit jeu. Donc là, aujourd'hui, les Rams sont, on va dire, favoris. Pas énormissime favoris, mais favoris. Imaginons, on inverse ces deux. On donne à Burrow l'effectif des Rams, avec la ligne qu'a Stafford, les cibles, etc. Et on met Stafford chez les Bengals. Je pense que les Rams sont ultra favoris. Ouais. Donc déjà, pour moi, ça prouve que Burrow, qu'on le veuille ou non, ce qu'il fait avec sa ligne et l'effectif qu'il a autour de lui, je pense que Stafford n'aurait pas été capable de le faire. Stafford, il a eu... j'ai cassé du sucre sur le dos des Lions hier, mais bon, Stafford, il a eu Megatron et compagnie, il n'a jamais gagné un match de playoff. Donc, Burrow, il n'a pas beaucoup mieux que ce qu'avait Stafford à l'époque, et il vient d'en gagner 3. Donc, statistiquement, le fait que les stats de Matthew Stafford soient finalement meilleurs. Hein. Matthew Stafford, c'est 41 touchdowns et 17 interceptions en saison régulière. Burrow est à 34 touchdowns pour 14 interceptions. Je n'en doutais pas. Hein. Et en playoff, le ratio est à 4 touchdowns, 2 interceptions pour Burrow, 6-1 pour Stafford. Donc, c'est très proche statistiquement, mais c'est quand même avantage Stafford. Mais donc, Victor, de ce que tu as l'air de dire, c'est parce qu'il est mieux entouré. Exactement. Je pense qu'au niveau des receveurs, c'est kiff-kiff. Il a peut-être, un meilleur coureur, mais en attendant un coureur pour qu'il produise, il faut une ligne. Un quarterback pour qu'il puisse lancer tranquillement, il faut une ligne. Et si tu compares les deux lignes offensives, il n'y a pas photo. Hein. Le plafond de Burrow est déjà plus haut que celui de Stafford, Greg ? Bien sûr.
Bon, alors Victor, il a déjà répondu. Pardon, c'est sorti du cœur, là, vraiment. Mais alors, Vous appelez mon imitation de Victor? c'était pas contrôlé, là. C'est vraiment... C'était... Oui, non, mais je rejoins ce qui a été dit. Oui, il y a un plafond qui apparaît largement. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, moi, j'aime. Il y a toujours le jeu de comparer les deux quarterbacks en fonction des époques, etc., etc. Je le répète. Mais voilà, il y a aujourd'hui, on sent que Joe Burrow en a encore un petit peu sous la chaussure. Matthew Stafford, voilà, on sait ce qu'on va en avoir a priori en NFL. On l'a dit hier, on sait les qualités, les défauts éventuels. Joe Burrow, il peut encore largement progresser dans son jeu, c'est sûr. Juste petite, pas étrangeté, mais en tout cas, truc que je trouvais marrant statistiquement, c'est que Matthew Stafford a eu 2 premières saisons perturbées par les blessures, notamment la deuxième. Et donc, un peu comme Joe Burrow, et sa meilleure saison statistiquement, c'est sa 3e saison. Il est à 41 touchdowns, 16 interceptions, et c'est la seule saison où il passe les 5 milliards. Donc, on peut se dire que si Burrow franchit encore un cap en plus sur la 3e, donc en effet, il peut aller tutoyer des sommets. Il deviendra le meilleur quarterback de moins de 30 ans à son tour. Voilà, là, il y a du monde quand même, moins de 30 ans. Oui, ça se bouscule un petit peu plus qu'à l'époque. Oui, dans les âges de Joe Burrow, là, il y a un peu de... va falloir attendre un peu pour faire de l'écrémage, attendre qu'il ait 27-28 quand même, pour voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, donc Joe Burrow, meilleur quarterback de ce match. Les Bengals peuvent-ils gagner aussi parce qu'ils ont le meilleur jeu au sol? Statistiquement, c'est pas évident. Ils ont moins de yards au sol que les Rams en moyenne sur ces playoffs, mais on en a un petit peu parlé hier. Ils sont pas ridicules. Les Bengals étaient devant les Rams d'ailleurs en saison régulière sur les yards au sol. Et puis, Samaje Perine et Joe Mixon, ça a du potentiel en finale de conférence, on l'a vu, mais avec ce bémol, en fait, c'est que c'est des coureurs polyvalents. Donc, leur impact, il est parfois sur des réceptions courtes qui se transforment en gains, mais on va prendre ça en compte dans le jeu au sol parce que c'est les coureurs. Et donc, finalement, ils peuvent gagner grâce à ces 2 gars-là. Oui, ils peuvent gagner avec ces 2 gars-là, notamment Joe Mixon. Alors, c'est vrai que tu citais à raison le fait qu'hier, je vais le faire dans l'ordre. Tu citais hier à raison le fait que Joe Mixon, en effet, n'avait enregistré que, avec des guillemets, 3 matchs à plus de 100 yards. Maintenant, quand on regarde les statistiques globales, c'est plus l'alternance qu'il arrive à apporter, le fait qu'il parviennent à focaliser vraiment la défense sur 2 aspects du jeu offensif des Bengals qui est extrêmement précieux. Ça s'est vu aussi contre Kansas City. Malgré tout, on a vu, même s'il y a eu des actions défensives notamment qui ont permis aux Bengals de recoller assez rapidement en deuxième mi-temps face à Kansas City, on a vu que Cincinnati ne s'est jamais précipité parce qu'ils savaient qu'ils avaient aussi un backfield offensif et notamment un Joe Mixon qui pouvait leur permettre d'apporter un certain rythme au niveau du jeu au sol. Et pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, c'est vrai qu'il y a peut-être du côté des Rams une ligne qui est plus configurée pour du pass pro et du côté des Bengals une ligne qui est plus configurée pour du jeu au sol. Donc voilà, c'est là pour le coup, on a et les stars, enfin en tout cas et les playmakers, les skill players au niveau du backfield qui peuvent faire la différence, tu l'as dit Alain, et par les portées de ballon et par les screen pass, mais aussi un jeu, une ligne globale, une ligne intérieure notamment, qui est capable de faire pas mal de dégâts dans ce domaine-là. Et c'est sûr que ça va être très compliqué pour les Rams. Ils vont être sollicités comme ils ont été sollicités, je le répète, face aux Niners en finale de conférence NFC. Victor, est-ce qu'ils vont réussir? Ils sont forts à l'intérieur, mais est-ce que ça suffit pour ouvrir des braises face à Aaron Donald et Sean Robinson? Parce qu'il y a du muscle quand même, un petit peu. Oui, mais je suis assez d'accord avec Grégory pour le coup. C'est-à-dire que c'est une ligne offensive qui est pas extraordinaire contre la passe. On l'a dit, on l'a répété, ça fait 1 an qu'on le dit, 2 ans qu'on le dit. Mais quand ça concerne la course, pour le coup, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur que ça soit Riley Reef, que ça soit Spain, aussi l'ancien des Bills. Si tu me permets, Victor, rien que Jonah Williams, par exemple, c'est vrai qu'il peut être très critiqué sur le pass pro, mais sur le jeu au sol, globalement, j'ai pas dans l'idée qu'il déçoive, quoi. Après, moi, je trouve que Jonah Williams a été un peu le phare dans la nuit. Je trouve qu'il a été bon sur les 2 domaines cette année, mais je suis peut-être un peu trop gentil sur la partie pass pro. Mais tu as totalement raison. Enfin, c'est des joueurs qui sont faits pour ça, qui sont quand même construits pour ça à la base. Et je pense vraiment... Alors, pas forcément sur des courses intérieures. Tu parlais de Donald, etc. Je pense que la clé, c'est plus justement des courses extérieures et d'utiliser la mobilité latérale de joueurs comme Joe Mixon pour justement étendre cette défense. Parce que c'est, pour moi, la clé, oui, c'est la course, mais principalement à l'extérieur. Et c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est aussi un moyen de soulager la pression qu'il va y avoir sur Joe Burrow, même avec des petites passes écrans, des choses comme ça? C'est à ce moment-là que Mixon, par sa polyvalence, va être capital.
Oui, alors je redis là aussi ce que j'ai dit hier. Joe Mixon peut être important dans ce domaine-là, je te rejoins. Mais le backfield offensif, en règle générale, est important parce qu'on a vu sur certains matchs de playoffs, je pense notamment au match face aux Raiders, que Jamar Chase était aussi capable d'exceller dans ce domaine-là, on a de plus en plus des receveurs qui peuvent exceller dans le slot qui sont utilisés dans cette configuration-là. Et dès qu'on a des joueurs du backfield qui sont capables de prendre de la vitesse avec des joueurs qui sont capables de décrocher et de proposer justement des bonnes solutions en bloc, ça peut faire énormément de big plays, comme on a vu que ce soit à Kansas City ou sur d'autres rencontres tout au long de la saison. Donc oui, très clairement, ce sera une soupape de sécurité à ne pas négliger de la part de la défense des Rams et qui sera salvatrice, entre guillemets, pour Joe Burrow si vraiment la pression devient un peu insoutenable. Troisième raison pour laquelle les Bengals vont gagner le Super Bowl, c'est parce qu'ils sont opportunistes et qu'ils savent créer des turnovers. On le sait, c'est capital en playoff et au Super Bowl de gagner la bataille des turnovers. Cette année en playoff, 6 interceptions, 2 fumbles forcés, un fumble récupéré. Ça fait 7 ballons volés en 3 matchs, plus de 2 ballons volés par match en moyenne. C'est l'équipe qui a volé évidemment le plus de ballons dans ces playoffs. Pas mal de ballons déviés quand même sur certaines interceptions. Est-ce qu'il y a une part de chance qui pourrait s'évanouir ou est-ce que c'est vraiment du talent et le domaine où ils vont faire la différence? Part de chance, je ne suis pas sûr. Très franchement, s'ils arrivent à dévier le ballon, c'est qu'ils arrivent à savoir globalement où il va être envoyé. Donc voilà, ça prouve qu'il y a au moins des défenseurs qui restent extrêmement actifs. Et on voit aussi que c'est peut-être aussi travailler en ce sens, c'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça que je tiquais un petit peu hier quand on parlait des Rams, c'est-à-dire que il n'y a pas une force de frappe aussi massive sur le pass rush du côté de Cincinnati. Et on a vu que globalement, contre Kansas City, quand ça va un peu mieux, ils rushent globalement avec 3 joueurs de ligne. C'est justement en essayant au maximum de brouiller les pistes, en montrant au quarterback, justement en évitant de montrer au quarterback dans quelle situation tel défenseur va être utilisé, qu'après, ça permet aux défenseurs éventuellement de sortir du chapeau et tenter éventuellement de couper la trajectoire, de dévier, voire d'intercepter purement et simplement le ballon. Donc, mais là, c'est sûr que oui, c'est clairement et de loin, on en parlait déjà la semaine dernière, l'équipe qui provoque le plus de turnover, en tout cas qui a une marge de turnover plus importante par rapport au ballon perdu en attaque. Et c'est sûr que là aussi, pour faire écho à ce qu'on avait dit sur le jeu au sol des Rams, la protection du ballon qui peut être un petit peu incertaine, s'il y a bien une équipe qui peut en profiter, c'est Cincinnati. On va voir éventuellement les retours qu'il y a, notamment en défense. Je ne sais pas si Larry Ogunjobi est OK pour la finale, lui qui a manqué la finale AFC. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semblait qu'il était possiblement de retour, mais j'ai un gros doute là-dessus. On est encore à une phase où on attend de toute façon les derniers rapports d'entraînement. Oui, non, mais c'est pour ça. J'avoue, je ne suis pas toujours au point sur la question des blessures, donc je m'excuse s'il y a eu une fin de saison prématurée ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a vu par exemple DJ Reader était capable de prendre le relais en son absence. Donc voilà. Mais je te rejoins, c'est une équipe très opportuniste. Il y a beaucoup de joueurs qu'on voit un peu plus besogneux, des Sam Hubbard, des Von Bell, des Logan Wilson, qui, sans crever l'écran, sont capables de faire la différence et de permettre aux Bengals de récupérer le ballon et cela en excellente position. C'est bien terminé pour Ogunjobi pour les playoffs qui est sur la liste des blessés. Saison terminée, voilà. C'est pour ça que j'avais un gros doute, donc merci de rectifier. Victor, pardon, du coup, je me suis perdu dans ma recherche. 6 interceptions par 6 joueurs différents quand même pour cette équipe avec Jessie Bates en leader de groupe qui est excellent. C'est ça, c'est une équipe qui sur le papier fait peut-être moins rêver que les Rams, mais en vrai, c'est une équipe qui a des playmakers dans tous les sens. Hendrickson, c'est peut-être la meilleure recrue de la saison. Enfin, je veux dire, il a fait encore mieux que ce qu'il faisait aux Saints, vraiment énorme saison sur la ligne. Jessie Bates est aujourd'hui un des 3 meilleurs safety de la ligue. Alors, je n'ai pas fait la liste dans ma tête. Hein. On va dire top 3, top 5, mais en tout cas, c'est un vrai playmaker. Et en effet, on a l'impression que tous les joueurs évoluent un peu au-dessus de leur niveau. Mais ça, c'est ce qui fait aussi les équipes championnes. Enfin, je reprends les Eagles 2017 parce que on va dire, c'est peut-être la comparaison la plus récente d'équipes surprises avec les Bengals. Mais quand il y a cette sorte d'alchimie qui fait que tous les joueurs jouent un peu mieux, et ben, ça crée des opportunités qu'on n'a pas forcément d'habitude. Et c'est vrai que cette passe déviée, elle est produite parce qu'il y a une pression qui est faite à 3 joueurs. Elle est produite parce qu'il y a beaucoup de monde pour les récupérer. Et je pense d'ailleurs, j'anticipe un peu, mais ce côté avec 3 rushers et 8 joueurs en cover,
C'est un schéma qui a très bien marché contre Kansas City et c'est un schéma qui peut marcher contre les Rams aussi. Il y aura aussi opportunité à saisir quand même dans le match-up. Cam Akers et les Rams, c'est 4 fumbles perdus, une interception en 3 matchs. Mine de rien. Au niveau du ratio de turnover, ils sont à plus 5 les Bengals, si je ne veux pas te dire de bêtises, et 0 pour les Rams. Les Rams sont à un niveau où ils perdent autant de ballons qu'ils en gagnent. Donc, en plus, ils ont l'avantage dans le match-up. Oui, après, on voit que la stat des Rams, c'est à relativiser parce qu'ils perdent quasiment, ils sont quasiment à moins 4 ou moins 5 sur un match. Et oui, on voit très clairement, ils étaient à plus 4 la semaine dernière, donc je pense que oui, ils doivent être à plus 5 désormais. Mais non, je redis, oui, il y a une possibilité éventuellement de provoquer les pertes de balles. Pour rejoindre ce que disait Victor, on a par exemple un Mike Hilton qui est peut-être un des meilleurs nickelback de la ligue, dont on ne parle pas beaucoup, qui l'était déjà d'ailleurs aux Steelers et qui confirme du côté des Bengals. Donc voilà, encore une fois, c'est des joueurs avant tout disciplinés, avant tout besogneux, mais qui sont largement capables de profiter et des erreurs qu'on commet en face, et également être capable de surveiller et de piéger le quarterback adverse en toutes circonstances. Et running back, en l'occurrence, pour prendre ton exemple. Et Victor l'a dit plus tôt, quand Matthew Stafford pète un plomb dans un match, il peut en lâcher plusieurs. Il y a en face des mecs qui seront prêts à en profiter en plus. Ça va pas glisser entre les mains en théorie. Un argument personnel à chaque fois, messieurs, pourquoi les Bengals vont gagner ce Super Bowl, Grégory? Moi, c'est ce que je disais un petit peu en off. C'est quand même une équipe. Alors, je vais rien inventer de particulier, mais ça ressemble quand même à une équipe de destinée. Ça fait beaucoup penser, moi en tout cas, ça me fait beaucoup penser. Alors, je cite les Cardinals 2008 et voir les Steelers 2013. Alors, les Steelers 2013, c'est un peu différent parce que c'était pas forcément les mêmes ingrédients, mais je trouve il y a vraiment du côté Cardinals dans cette équipe-là, c'est-à-dire vraiment l'explosion de Larry Fitzgerald. Alors, certes, Kurt Warner et Joe Burrow en sont à des stades différents de leur carrière, mais il y a vraiment cet impact au niveau du poste de quarterback qui était largement notable, des joueurs dont on sentait qu'ils étaient touchés par la grâce cette année-là. Oui, mais les Cards, encore plus que d'habitude. Les Cards, y perdent. Alors, les Cards, y perdent. C'est pour ça que c'est peut-être pas le meilleur exemple. Après, ils perdent dans des conditions où s'ils gagnent le Super Bowl, il n'y a pas scandale non plus. Oui, c'est ça se joue vraiment, ça se joue à une pointe d'orteil. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est dire aussi que c'est une équipe qui ne sera pas facile à manœuvrer parce que, pour ceux qui se rappellent à l'époque Arizona, j'ai cité les deux joueurs emblématiques qui étaient Warner et Fitzgerald. Ça fait aussi écho à Burrow et Chase qui ressortent souvent dans les discussions. Et c'est vrai que si on regarde en défense, des playmakers vraiment établis à l'époque, si tu prends les meilleurs de la position en 2008, je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Il y avait des bons joueurs, bien entendu, sinon ils n'auraient pas été à ce stade. Mais en tout cas, c'était avant tout une équipe extrêmement cohérente, coachée à l'époque par Ken Whisenhunt. Donc, il faut aussi le rappeler. C'est vrai. Mais c'est une équipe de destinée. Donc, c'est une équipe qui, dans une année, encore une fois, je ne veux pas que ce soit interprété de manière péjorative, mais dans le sens où, en pleine confiance, j'allais dire touché par la grâce, mais en pleine confiance, ce ne sera clairement pas une bonne équipe à prendre. Et Joe Burrow l'a rappelé en conférence de presse plus d'une fois cette année. On va forcément leur attribuer le statut d'outsider, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils assumeront d'emblée au coup d'envoi. Victor, pourquoi ils vont gagner les Bengals? Parce que Zach Taylor est le meilleur entraîneur de la ligue. J'ai voulu le dire tout à l'heure, je vais le laisser à Victor. Non, parce que Burrow fait partie de ces mecs où les dieux du football se sont penchés sur son berceau et lui ont dit tu vas gagner, il a trop de swag pour perdre. Je veux dire, le gros cigare après la victoire en finale universitaire avec ASU, le gros cigare quand il gagne AFC, le gros cigare quand il gagne à NFL. Moi, j'y crois. J'aime bien ces histoires-là. Moi, je veux pouvoir écrire des articles dans 10 ans de la légende Joe Burrow a commencé ici, tu vois. Et du coup, pour le coup, non, moi, je pense qu'il y a un côté, un mec comme ça tire vers le haut toute une équipe. Et le côté leadership, j'y crois et je pense que c'est un vrai leader. Et j'ai moins cette impression chez Stafford, pour le coup. Donc, je ne sais pas. Je donne l'avantage au plus charismatique des deux. Très bien. Donc, selon Victor Roulier, tel le mandat Clinton à la Maison-Blanche, le Super Bowl sera une histoire de gros cigares.
Les Bengals ne sont pas parfaits non plus. Oui, j'avais envie de dire un peu de bêtises. Pourquoi pas, hein. Pourquoi les Bengals ne sont pas parfaits non plus. Ils peuvent perdre ce Super Bowl et ils vont même perdre ce Super Bowl. Pourquoi? On vous le dit tout de suite. Messieurs, je me suis étonné, j'ai eu plus de mal presque à trouver des arguments un peu massus pour dire ils vont perdre ce Super Bowl. Un peu plus de mal à trouver que pour les Rams. Je ne sais pas pourquoi je vois des trucs moins évidents. Le premier, c'est évidemment la ligne offensive, 12 sacs encaissés en 3 matchs, on l'a dit, donc Oui. 4 par match. C'est pour C'est ça. évidemment l'argument numéro. Oui, on va pas faire de redite, mais oui, c'est sûr que sur le pass pro, notamment, ça va forcément être une clé de par les menaces qu'il y a en face. Mais voilà, c'est sûr que j'exagérais peut-être un petit peu sur Jonah Williams tout à l'heure. C'est vrai qu'il a provoqué quelques sacs cette saison, mais c'est plus l'inconstance qui a souligné sur le pass pro que vraiment le fait qu'il soit mauvais dans ce secteur-là. On a vu que et lui et je crois que c'est Isaiah Prince notamment qui est de l'autre côté. Sur le pass pro, c'est pas totalement rassurant. Donc, c'est vrai que c'est le principal facteur forcément qui peut les amener à être en grande difficulté sur un match d'une telle ampleur. Victor, ils peuvent perdre à cause de leur ligne offensive. On l'a vu, ça peut être une Patrick Mahomes de l'an dernier. Oui. Après, je vais redire ce que j'ai dit contre les Chiefs et j'ai eu complètement tort, donc autant persister dans ma bêtise. Je pense que si la ligne craque, elle craquera surtout à l'intérieur. Moi, c'est l'intérieur de la ligne qui me fait particulièrement peur chez eux. Je n'arrive pas à me dire que des mecs comme Spain, comme Hopkins ou comme Adenji vont réussir à contenir Aaron Donald sur tout un match. Donc oui, il y a un potentiel Mahomes. Après, Burrow, il a un peu plus de sang-froid que Mahomes, hein, il panique pas. Et il n'a pas encore le syndrome du héros, donc il peut s'en sortir quand même. Pourquoi ils vont perdre? Je vous laisse envoyer des arguments maintenant parce qu'encore une fois, bon, il y a évidemment, moi j'avais l'absence possible de CJ Uzomah, mais qui a l'air de se régler parce que ça limiterait les possibilités de l'attaque, notamment en zone rouge où ils ont été en difficulté. Donc on est d'accord que s'il n'est pas là, c'est compliqué, mais il a l'air de se diriger vers une présence. Ouais, alors pour faire un petit peu écho à ce qu'on a dit sur les Rams, il y a malgré tout une inexpérience un peu plus notable, des grands rendez-vous. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour le coaching staff, puisqu'on rappelle que Zach Taylor était membre du coaching staff des Rams, perdu face aux Patriots, parce qu'il était parti juste après du côté de Cincinnati. Et Brian Callahan, qui est le coordinateur offensif de Cincinnati, était coach des QB, je crois, à l'époque des Denver Broncos. Quand les Broncos ont gagné le Super Bowl 50. Alors certains diront quand on voyait la tranche des quarterbacks. Son travail avait été notable sur ce match. En tout cas, voilà, c'est pas un environnement qui le découvre, c'est pas une pression qui va être nouvelle pour lui. Et voilà, mais il y a une inexpérience, encore une fois, de par ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être des joueurs un peu plus jeunes, parce que beaucoup de joueurs draftés il n'y a pas si longtemps que ça quand même, malgré tout, c'est pas à perdre de vue. On peut dire que c'est des joueurs qui sont peut-être en sur-régime pour certains, touchés par la grâce pour d'autres. Mais à un moment donné, il y a peut-être la pression, notamment dans les moments décisifs, le quatrième quart, qui peut se faire ressentir dans ce genre de match. Donc ça, ce sera forcément à prendre en compte. J'ai peut-être un deuxième facteur, mais je vais laisser Victor peut-être donner le sien. Juste pour compléter ce que tu dis sur la pression du match, pardon, un truc à modérer un petit peu cette année, c'est qu'on le disait, Covid oblige. C'est pas tout à fait le même cirque médiatique que ça a pu être d'autres années, puisqu'ils n'ont pas de Media Day global le lundi. Ils n'ont pas, et tu l'as vécu comme moi, Grégory, on avait des interviews tous les jours dans les hôtels des joueurs, donc ils étaient mobilisés 1 heure par jour pour voir la presse, etc. Là, ça va être que de la visio, et je suppose qu'en plus, ce sera des groupes sélectionnés. Du coup, ils ne vont pas envoyer les 53 joueurs à chaque fois en visio. Donc, ça va être un programme beaucoup plus light. Ils vont arriver plus tard sur place, etc. etc. Reste que la pression du match, c'est quand même autre chose. La mi-temps allongée, les cérémonies d'avant-match, etc. Ça va être très pompeux. Donc ça ne change pas. Mais mine de rien, le facteur inexpérience, il est un poil modifié par le Covid, je trouve, cette année. Victor? Ouais, alors sur ce point-là, moi, je fais du redite, mais des mecs comme Chase ou Burrow qui ont joué des finales universitaires, est-ce qu'il y a tellement plus de pression à jouer le Super Bowl que la finale universitaire? Oui. Je ne sais pas. Tu peux quand même. Je pense quand même. Bah, je suis pas persuadé. Il y en a. Bon. Non, mais il y a une pression indéniable. Je ne vais pas te dire le contraire. On ne manquerait plus que ça. Mais les mecs sont quand même au courant que c'est diffusé sur la TNT en France, tu vois.
Je pense que ça t'imagines fait... toutes les filles que tu peux ramener si tu gagnes la finale universitaire, ça fait la différence. parce que mais... tu penses vraiment que s'ils remportent le Super Bowl, c'est genre ils rentrent le soir, ils vont se coucher à 20h30 et... Mais évidemment, c'est Tom Brady qui leur a expliqué comment faire. Je pense que là, ils se sont dit, en plus, c'est bon, là, c'est sur la côte ouest, le match, il va commencer à 15h, je pense à 22h, on est couché, c'est bien. Ouais, on va pas faire de blagues sur le cigare parce que ça va aller trop loin. Non, mais pour le coup, mon argument, moi, c'est plus au niveau des cornerbacks des Bengals, où on a quand même Chidobe Awuzie et Eli Apple. Alors, Chidobe Awuzie, qui fait une super saison, mais qui n'est pas non plus la sécurité sociale, et Eli Apple, qui est un peu l'incarnation humaine de la roulette russe. C'est-à-dire, vous tournez le barillet, vous appuyez sur le truc et peut-être que vous allez mourir, peut-être que vous allez survivre. Donc, pour le coup, j'ai quand même du mal à me dire que ces mecs-là vont devoir défendre Beckham, vont devoir défendre Van Jefferson. Alors, ils vont peut-être moins avoir à défendre Cooper Kupp parce qu'il sera dans le slot, encore que ça dépendra des alignements. Mais pour le coup, autant la paire de safety Bell, Bates, oui, autant la paire de cornerback, j'ai un peu peur que possiblement que ça prenne l'eau. Je vais enchaîner du coup sur mon deuxième facteur. Vas-y. Très très rapidement, mais c'est lié plus ou moins à l'inexpérience. Je ne voulais pas le dire parce que je voulais voir éventuellement ce que Victor voulait avancer. J'en avais parlé la semaine dernière lors de l'émission preview des finales de conf, mais on a vu un peu plus d'indiscipline en playoff qu'en saison régulière du côté des Bengals. Et je pense que c'est à mettre à l'actif. Je crois que c'est une des équipes les plus sanctionnées. En tout cas, ils ont été plus sanctionnés que les Rams au mois de janvier. C'est moins notable, c'est pas un des facteurs indéniables, mais par exemple contre les Chiefs, c'est 4 pénalités à 2. Il y a des matchs où ils en ont pris beaucoup aussi. Donc, il ne faudrait pas aussi, notamment, et je le répète, par rapport à la pression que va devoir engendrer la ligne offensive, qu'on se retrouve avec beaucoup de flags qui, du coup, font reculer l'attaque et, de fait, plombe très, très clairement Cincinnati, qui a quand même un peu, qui gagne beaucoup, qui gagne souvent, en tout cas, grâce à la défense, je trouve, pendant ces playoffs. Très clairement, les mouchoirs à surveiller et la discipline à surveiller de très très près du côté des Bengals. Les mouchoirs, la ligne offensive, les cornerbacks, vous savez donc pourquoi les Bengals vont perdre le Super Bowl. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et si les Bengals gagnent le Super Bowl, il y aura des belles histoires, messieurs. Comme avec les Rams, je vous soumets j'en ai 5. J'en ai 5 aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est bref, et parce qu'il y a des choses exceptionnelles qui se passent autour des Bengals, il faut le dire. Première histoire, les Bengals n'avaient pas atteint le Super Bowl depuis 1988, donc vous n'étiez pas nés tous les deux? 88 ? Si, un peu quand même. T'es né, toi? Ah bon. Excuse-moi, je suis borderline. Mais... Voilà, je suis désolé, j'ai eu beaucoup Raphaël et Lucas, et Lucas est né excessivement tard, je peux vous le dire. Raphaël aussi, pour le coup. Raphaël aussi. Je pense que Lucas est le plus jeune qu'on envoie au Super Bowl, du coup, depuis la création du site. Les Bengals donc, n'avaient pas atteint le Super Bowl depuis 88, donc ils sont de retour au sommet seulement 2 ans après avoir eu le pire bilan de la Ligue. Ils pourraient gagner le premier Super Bowl de leur histoire, parce que la dernière fois, ils l'ont perdu. Donc, ce serait la renaissance d'une franchise. Belle histoire. Deuxième histoire, Joe Burrow, titré dès sa seconde saison, placé directement parmi les stars de la Ligue, déjà débarrassé de la pression de gagner son premier titre, parce qu'on rappelle que s'il perd, quelqu'un a dit qu'il a encore 15 ans pour gagner, mais il a aussi 15 ans à se taper Josh Allen, Patrick Mahomes, Justin Herbert, etc. Donc, c'est peut-être pas mal s'il peut saisir dès la première fois. Donc, premier titre de Joe Burrow. Troisième histoire, Zach Taylor était dans le staff des Rams quand ils ont perdu contre les Patriots. Il a commencé comme assistant au coach des receveurs en 2017, puis coach des quarterbacks en 2018, puis embauché par les Bengals. Il pourrait donc gagner son premier titre avant son mentor Sean McVay. Quand même. Quatrième histoire, George Clooney est fan des Bengals et il n'est pas dans le bandwagon puisqu'il l'a dit en 2013. George Clooney serait donc heureux, ce serait une belle histoire. Et enfin, la cinquième, Zach Taylor contre Grégory Richard, l'épilogue. Zach Taylor qui monte prendre le trophée Lombardi et qui dit « C'est pour toi, Grégory Richard » qui regarde sur la TNT en France. Il y a 2 fois Zach Taylor dans ton... Personne n'a cru en nous, notamment Grégory Richard. Personne n'a cru en nous. Je sais qu'il nous regarde sur la TNT française, on avait énormément de pression. Moi, j'aimerais tellement que s'il gagne le Super Bowl, ce que je leur souhaite, je le répète, il fasse « Greg is for you ». Je sentirais une fierté personnelle, mais inimaginable. Exactement. Exactement. Donc, messieurs, le premier titre des Bengals, premier titre de Joe Burrow, George Clooney, Zach Taylor qui passe devant Sean McVay.
ou Zach Taylor qui se venge de Gregory Richard? Moi, ça sera Joe Burrow. Je vais rester consistant. Hein. Ça va pas être une surprise, mais je sais pas. J'aime bien ce mec. Faut rappeler que c'est quand même pas un mec. Quand on dit il a tout gagné à la base, il a quand même été obligé de partir de sa première université et jusqu'à sa saison d'explosion, c'est assez difficile. Et finalement, il a fait taire. Lui, vraiment, pour le coup, il a fait taire tous ceux qui doutaient de lui. Même au moment de sa Dont sélection. Urban Meyer, hein, parce qu'on parle de moi avec Zach Taylor, mais on rappelle qu'Urban Meyer n'aimait pas du tout Joe Burrow à l'époque. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Il a fait taire tout le monde en ayant le bon goût de ne pas dire qu'il a fait taire tout le monde. Oui, non, mais c'est ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, même quand il a été pris au premier tour de la draft, tout le monde a dit c'est un one-year wonder, donc une histoire d'une saison, etc. Vous allez voir, ça va pas durer. Le fait est que ça dure et du coup, je lui souhaite que ça dure encore plus, même si pour le coup, j'ai d'affection pour les deux équipes. Si les Bengals doivent gagner, c'est pour lui. Greg, alors, du coup, qu'est-ce que tu prends? Je suis un peu partagé. Écoute, mon ego personnel m'amènerait vers Zach Taylor contre Gregory Richard. Il faut dire un mot là-dessus. Il y a ce truc qui est né parce que tu n'étais pas convaincu au début par l'embauche de Zach Taylor. Oui. On est resté avec ça très longtemps. Mais de Maintenant, toute façon, t'en penses quoi? Ouais, mais de toute façon, moi en soi, déjà, rien que la participation au Super Bowl, ça montre en l'occurrence, oui, que déjà Zach Taylor a réussi à vraiment retourner. Moi, je le redis très franchement, j'avais peur qu'il nous fasse une Matt Patricia, une Greg Schiano ou ce genre de choses. Le prototype du head coach qui arrive, qui dit je vais montrer les muscles, etc., les vétérans dehors. Et très clairement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, déjà, en soi, c'est une très belle victoire. Je citais tout à l'heure Wilson Hunt. C'est pas non plus le fait de réduire le travail du head coach très clairement, parce qu'on voit que défensivement, ils sont appliqués aussi. Mais c'est vrai qu'on paraît toujours plus intelligent, parce qu'on parlait des environnements et des contextes avec un quarterback en pleine bourre comme les Joe Burrow. Mais très clairement, Zach Taylor, ce serait une belle histoire. Tu l'as dit, en plus, face à son ancien mentor, Sean McVay. On parle beaucoup de Sean McVay, mais on oublie que son autre ancien mentor, c'est quand même Joe Philbin. Je pense que ça le réhabiliterait un petit peu. Voilà, pour tout ce qu'il a enduré du côté de Miami, je pense que ce serait de bonne loi. Mais voilà, forcément, l'histoire serait belle. Tu le disais, il était encore assistant. Enfin, c'est un ancien quarterback de base. Hein. Il était encore quarterback de Wisconsin il y a peut-être à peine une grosse dizaine d'années. Donc voilà, c'est vraiment la preuve que c'est les coachs modernes qui arrivent vraiment très, très rapidement à la tête d'une franchise et qui arrivent à en comprendre les problématiques et à construire efficacement un succès. Donc voilà, c'était déjà pas gagné dans une division comme la FC Nord, où quand même les Ravens, les Steelers et les Browns y ont cru pendant très très longtemps aux playoffs et au titre de division. Donc voilà, en plus, arriver à atteindre un tel stade et encore plus s'il le gagne, tu peux pas dire que Zach Taylor, ce ne sera pas une belle histoire en l'occurrence. Pour clôturer l'histoire, pour être très concret, est-ce que tu es convaincu maintenant par Zach Taylor, le coach, en termes de coaching, en termes de choix, en termes de gestion? Non, mais je le redis, en tout cas, je n'aimais pas les mêmes critiques que j'émettais à l'époque. Je pense que je vais voir un petit peu sur la durée comment ça va être confirmé après. Mais déjà, voilà, c'est un peu à mettre en corrélation avec la première belle histoire que tu évoquais, et ça fait un petit peu écho. Alors ça, c'est pareil, Zach Taylor, c'est la belle histoire, mais ce sera une histoire terrible pour Marvin Lewis quand même, qui a passé quasiment 20 ans dans cette équipe-là, et qui, en ayant eu des belles générations, notamment avec Carson Palmer, Andy Dalton, des qualifications en play-off, le fait de jamais avoir passé cette étape-là, et la première fois que les Bengals, ils reviennent après avec un nouvel head coach, ils vont directement au Super Bowl, voire potentiellement le gagner, ça ferait un petit peu écho. Après, voilà, moi, encore une fois, je vous le répète, j'ai aucune raison d'émettre les mêmes critiques, parce que mon postulat de base, à savoir qu'il risquait de s'ensevelir, on va dire, dans une mauvaise gestion, très clairement, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, les critiques ne sont pas les mêmes. Voilà. Après, j'attendrai voir si c'est autre chose qu'une belle histoire d'une saison. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de raison. Eh bien, c'est comme ça que se termine l'épisode 486 du podcast Touchdown Actu, preview des Bengals. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Pour nous suivre, vous avez l'habitude, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @Touchdown Actu, Twitch.tv/TDActu pour les lives qu'il y a en ce moment. Il y a un grand quiz ce mercredi d'ailleurs. Tiens, n'hésitez pas à aller regarder, écouter ça et jouer. Il y aura même des lots à gagner en plus. Donc, grand quiz sur la chaîne Twitch. Mercredi, c'est à 20
ou 21h. J'ai peur de dire une énorme ânerie. Je crois que c'est à 21h. Oui, j'ai un doute aussi là-dessus. Hein. On bouge un peu les horaires des lives, donc je voudrais pas dire de bêtises. Attends, j'essaye de vérifier sur le fichier parce que ce serait bête de laisser les gens en plan comme ça. Il est à 21h, 22h30 pour le grand quiz animé par Raoul Villeroy. Donc, on se retrouve à ce moment-là, tdactu.com, en attendant pour le reste de l'actu NFL. Il y a pas mal de choses, hein, les embauches de coach, tout ça. Allez, jetez un œil sur le site. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Victor. À demain pour les pronos. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.